Bonsoir tout d'abord. Merci d'être venus si nombreux aussi. Je crois qu'on va tout de suite enchaîner avec la téléconférence avec Concordia. Ah d'ailleurs, on vous voit, mais pour l'instant, voilà, ça y est. J'imagine que vous ne nous voyez pas, ou si? Je ne sais pas s'ils nous voient, oui, mais oui. Vous nous voyez. Bon, c'est parfait. Oui, Bonjour. Allô. Nous ne paniquons pas, tout va bien. Un grand merci à vous d'avoir accepté cette téléconférence. Je précise, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais il est 1h40 pour vous. Donc là, on vient de voir un film sur Concordia, avec un magnifique ciel bleu tout du long. Mais je crois que chez vous, ça y est, vous vivez les premières journées de nuit complète. Ça va, vous êtes prêts là, pour la longue nuit de 3 mois, voire plus? Je vous laisse parler, Mario Salza, peut-être ou... Oui. Présentez-vous peut-être avant. Je suis... bonsoir à tous et bienvenue sur la base franco-italienne Concordia en Antarctique. Je m'appelle Mario Salza, je suis le station leader, c'est-à-dire le chef de la base et le responsable des télécommunications à Concordia. Nous vous remercions pour votre invitation. Pardon pour mon français, mais j'ai commencé cette année. C'est pas mal. Merci. Je souhaitais maintenant présenter la base et les invernants. Voilà, peut-être dites-nous combien de personnes sont présentes sur cette base cet hiver, quelle nationalité et surtout quel profil aussi, les différents profils présents. Et ici, nous sommes 13, 6 Français, 5 Italiens, 1 Suisse et 1 Anglaise, moitié scientifique et moitié logistique. Et nous avons tous les compétents pour travailler ici et résoudre les problèmes que nous pourrions avoir. Nous sommes ici depuis novembre-décembre 2014, isolés depuis février, et nous le resterons jusqu'à novembre prochain. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, donc j'imagine que c'est pas forcément évident de se retrouver dans ce vase clos avec des personnes que vous ne connaissiez pas avant. Juste en 2 mots, l'ambiance est bonne, ça va? Ouais, ça va. Et maintenant, je passe le micro à notre mécanicien Guillaume Poirot, qui va présenter l'équipe. D'accord, merci. Alors peut-être présentez-nous aussi en 2 mots votre tâche, vous, en tant que mécanicien sur la base. Moi, bonjour, je m'appelle Guillaume Poirot, je suis le mécanicien véhicule de la base. Je m'occupe que de l'entretien des véhicules qui servent au quotidien de la base. Je ne m'occupe pas de la centrale électrique, des moteurs de la centrale électrique. D'accord. C'est une autre personne qui s'en occupe. D'accord. Et donc en termes de différents profils, donc Mario nous a expliqué qu'il y avait l'équipe technique. Donc on trouve, on l'a vu dans le film, hein, des cuisiniers, des électriciens. Quoi d'autre encore comme spécialité? Nous avons Lorenzo Moggio, météorologue et physicien de l'atmosphère. Gian-Pietro Casasanta, physicien de l'atmosphère et glaciologue italien. Roxane Jacob, glaciologue française. Bonsoir. Benoît Joncheret, notre plombier sauvagiste français. Rémi Puot, notre électrotechnicien français. Benoît Laurent, électrotechnicien sciences français. Donc Mario Salza, notre station leader. Antonetta Roveran, notre médecin italienne. Marcus Wildy, notre astrophysicien. Yannick Marin, notre responsable technique et chef central. Beth Hillet, médecin recherche pour l'Agence spatiale européenne. Et voici le tour de la base. Mais il vous en manque alors si vous êtes 13, non? Il manque juste notre cuisinier Luca Ficara. Ah oui, il n'est pas là pour le moment. Il faut qu'il soit en forme. C'est le personnage le plus important de la base, c'est ça? Oui, très important. Alors, au-delà de vos tâches de travail, qu'est-ce que vous faites de votre temps libre? Nous avons un groupe de musique. Certains jouent de la musique. Photos, beaucoup de photos. On passe beaucoup de temps pour ça. Soirée à thème.
italiennes, françaises, anglaises, diverses et variées. On a une salle de gym, donc on fait beaucoup de sport. Et après, on passe beaucoup de temps ensemble à regarder des séries ou des films dans diverses langues. Mhm. Et vous avez aussi beaucoup de tâches domestiques, des tâches collectives? L'entretien de la base en général, donc c'est pareil que dans une maison, quoi. C'est que la vaisselle, le ménage, le linge, pareil. Un peu plus grand quand même qu'une maison classique peut-être? C'est un petit peu plus grand. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque particulièrement là? Donc, vous débutez cette longue nuit, hein, je disais, c'est les premières journées là, de nuit complète. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous manque? Bonjour, je suis Rémi Pio, électrotechnicien. Donc, ce qui nous manque le plus, donc, comme on vient de cultures différentes, chacun manque quelque chose de différent. Pour ma part, c'est plus donc les forêts, la nature. Bon, je pense que je vais arriver à m'y faire pendant un an. Après, on a tous des envies différentes, donc c'est une réponse qui peut être très très variée en fonction de qui peut répondre. Alors peut-être une autre personne pourrait répondre. Ça pourrait être la nourriture pour certaines personnes. On a certains plats de nos régions qui peuvent nous manquer. C'est des petites habitudes de la maison, la famille et les amis, forcément. Et alors à l'inverse, quelles sont vos plus grandes sources de plaisir sur un lieu comme Concordia? Là vous séchez. Oui, c'est mauvais signe. La tranquillité. La tranquillité. D'accord, c'est vrai que c'est un thème qui est revenu aussi dans le film. On a l'impression que c'est ce que vous recherchez quelque part en allant dans ce lieu aussi isolé. Mais est-ce qu'il y a quand même d'autres sources de plaisir que l'isolement? Il y a le dépaysement, on va dire, l'environnement avec le ciel assez extraordinaire ici, surtout ici la nuit. Et la vie aux communautés, c'est quand même une expérience sympathique à partager, on va dire. Est-ce qu'il y a des frictions qui apparaissent un petit peu plus avec le début de l'hiver, ou est-ce que là, pour l'instant, le groupe roule comme sur des roulettes? Il y a forcément des petits accrochages, mais pour l'instant, rien de sérieux. Et je pense que... j'espère que ça va continuer comme ça. Bon, on espère aussi. Alors, j'en profite, j'ai compris qu'il y avait donc le médecin de la base, Antonietta. J'avais une question. Oui, tout à fait. Quelles sont les principales raisons de consultation sur la base Concordia? Yes, so I'm from Italy. I speak Italian language, and my French a friend translate me. Okay. Il problema principale, arrivando a Concordia, in questa zona di pieno plateau antartico, è legato alla carenza di ossigeno, poco ossigeno perché c'è un'atmosfera molto rarefatta che ci fa Alors n'hésitez pas à traduire assez rapidement parce que ça me paraît long, hein. Je dis n'hésitez pas à traduire un petit peu I speak slowly. Ok. E quindi c'è una carenza di ossigeno legata al fatto che c'è un'atmosfera molto rarefatta e ci fa equiparare a 4000 metri di altezza oltre il livello del mare rispetto ai reali 3000. Ok. Merci. Oui, alors les principales raisons des consultations, alors elles sont causées par la faible présence en oxygène et la basse pression atmosphérique. Même si nous sommes à une altitude de 3200 mètres, ça équivaut à une altitude de 4000 mètres dans les Alpes. Alors lors de leur arrivée, pour certaines personnes, il y a des personnes qui ont besoin d'oxygène pour plusieurs jours. Donc c'est un mal de montagne avec un mal de tête, j'imagine, et Yeah. E l'altro problema si correla al freddo, ovviamente, e al ghiaccio, per cui sono molto frequenti situazioni come contusioni, distorsioni, fino anche a fratture di carattere traumatico. Et les différentes situations qu'on rencontre sont des traumas pour deux raisons, la glace et la basse température.
Donc nous devons traiter les distorsions et les contusions, et dans les cas les plus graves, des fractures. D'accord. Est-ce que... Fortunatamente, Oui, je me Pardon? demandais, est-ce que parmi les raisons de consultation, il y a aussi peut-être plus au cours de l'hiver, est-ce qu'il y a des consultations d'ordre psychologique pour des problèmes d'angoisse ou de dépression passagère ou, allora, fortunatamente noi ora stiamo tutti bene, però il problema vero che può manifestarsi con l'isolamento è legato alle depressioni psicologiche. Alors, on nous Noi fait une petite studiamo traduction. anche accurati studi. Oui, alors ça peut arriver, c'est pas encore arrivé, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Mais pour l'instant, tout le monde va bien. D'accord. Est-ce que vous êtes préparé d'une manière ou d'une autre à cet hiver qui va durer plusieurs mois? Est-ce que même avant de venir à Concordia, vous avez eu une préparation à la fois pour ce vivre ensemble yes, un petit peu particulier? Oui, nous avons eu un entraînement. Pour les Italiens, il y a eu un entraînement psychologique. Un entraînement physique, psychologique? Vous dites un entraînement psychologique? Physique. D'accord. Dans physique, ils ont été dans Mont Blanc, en fait. D'accord. Psychologique aussi, en fait. On a eu aussi l'entraînement à l'ESA, à l'Agence spatiale européenne. Donc, on nous a expliqué ce qui pouvait arriver. Oui, on a eu un entraînement psychologique là-bas, je pense. On D'accord. va appeler ça comme ça. Et est-ce que du coup vous avez une manière de gérer le groupe qui est nouvelle par rapport à votre façon de vivre auparavant, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des réunions quotidiennes qui permettent de mettre un peu sur le tapis tous les problèmes qui sont en train de se créer, ou comment vous gérez Oui, allez-y. On a une réunion toutes les semaines. Et on parle. Oui, on n'a pas encore rencontré de problème, donc on peut pas encore parler de ça. Mais oui, c'est une réunion qui sert à ça, à parler de ce qui se passe dans le quotidien, des règles à suivre, à respecter. D'accord. Toutes les semaines. Les règles sont nombreuses et contraignantes, ou ça reste relativement libre et ça ressemble un petit peu à son chez-soi? Ah oui, non, c'est pas contraignant du tout. Enfin, c'est des règles de savoir-vivre, de bon sens, de propreté. Ça y a plein de choses. Hein. Très bien. On habite tous ensemble dans la même maison. Il faut la partager. Alors, j'ai avec moi Voilà. Alban Albero qui connaît certains d'entre vous. Hein. Je crois qu'elle a hiverné avec Yannick. Alors, j'ai pas repéré encore lequel est Yannick. Voilà, donc je laisse Alban vous poser quelques questions. Je crois qu'elle avait quelques questions pour vous. Ah bon? Non, mais si, déjà je voulais faire un coucou à Yannick que je connais et que j'ai pas pu voir depuis qu'on est rentré de notre hivernage ensemble. Je te souhaite bien du courage pour ce deuxième hivernage. Et puis Benoît et Roxane aussi, j'espère que tout se passe bien pour vous, que Roxane, le travail n'est pas trop contraignant, parce que du coup je sais ce que tu fais, donc je l'ai fait avant toi, donc j'espère que c'est pas trop contraignant et que monter sur la tour tous les vendredis ou les dimanches, je sais pas quand est-ce que tu as mis ça dans ton planning, ça te fatigue pas trop. Voilà, donc comment ça va du coup Roxane? Si tu veux prendre le micro. Du coup, bonjour. Non, ça se passe très bien. Ça me plaît bien. Et puis monter à la tour, c'est pas trop contraignant. Avec le vent parfois, c'est vrai que en haut, on a un petit peu froid. Mais non, ça va, tout se passe bien. Et toujours contente d'être ici, donc pas de souci. Ouais, super. Et du coup, comment vous vivez la nuit là, le soleil qui s'est couché il y a 2-3 jours, je crois. Du coup, est-ce que vous avez fêté ça? Est-ce que vous êtes impatient d'arriver à la midwinter? Est-ce que Je pense qu'on l'a bien vécu parce qu'on a profité des derniers rayons du soleil à faire des photos. Dès que le soleil était là, on sortait, on prenait des photos. Enfin, c'était vraiment le moment privilégié de la journée.
Donc je pense qu'on l'a plutôt bien vécu. Puis là, bah, on profite de la lune, qui est assez sympa. Et puis du ciel, on découvre encore, donc on découvre des nouveaux paysages, donc ça va. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà commencé à penser à ce que vous allez faire pour la Midwinter ou est-ce que vous Alors avez la déjà... Midwinter, pour information, Oui, c'est une grande fête traditionnelle en Antarctique qui a lieu au milieu de l'hivernage, Ouais. c'est ça? Ça correspond au solstice d'été en Europe, donc ça correspond au 21 juin. Et en fait, en Antarctique, c'est vraiment ce qui marque le milieu de l'hiver, le milieu de l'hivernage, et aussi le milieu de l'hiver des 3 mois de nuit. Donc en général, chaque base organise quelque chose, fait une fête. Donc du coup, j'aimerais bien savoir ce que vous avez Qu'est-ce que vous préparé, ou si vous avez déjà des idées ou pas encore. C'est un peu tôt. On a des idées, on a un tableau où chacun peut proposer des choses, et puis on met des croix, puis on va bientôt faire le bilan et voir ce qu'on choisit. Mais il commence à se remplir, donc ça va, il y a des idées. Est-ce qu'on pourrait vous suivre quelque part? Je ne sais pas, est-ce que vous avez un blog ou est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut voir votre aventure de cet hivernage? Non. Manifestement. Non. D'accord, tant pis, on attendra Isa, votre oui. retour. Pour la fête. Il y a un blog ESA. Il y a un D'accord. blog ESA. Et... In English? Okay. Yeah, so there's the ESA blog on the European Space Agency website, and it's called Chronicles of Concordia. Alors, Chronique de Concordia sur le site de l'ESA. Très bien. Et juste une dernière question, en tout cas pour les Français, donc aujourd'hui c'est un 8 mai 1945, chez nous on ne travaille pas. Vous allez travailler? Vous respectez les jours fériés de l'Hexagone ou bien ici ça compte pas à Concordia? Non, ça compte pas. Ah. On travaille, on va avoir notre matinée pour dormir un peu. Ah, mais grâce à sinon, nous. non, on va travailler. D'accord. Et dites-nous quelle température il fait là actuellement à l'extérieur, je parle. Hein. On voit bien qu'à l'intérieur il a l'air de faire bien chaud. Là actuellement il fait moins 70 dehors, je sais pas s'il y a du vent. Moins 70 avec du vent? Très bien, très bien. Alors on va devoir terminer la conversation. Un grand merci. Je vais vous montrer voilà, on va vous montrer le public parce que vous ne voyez que nous, mais c'est intéressant de voir le monde qui vous a écouté. Encore un grand merci pour cette conversation et surtout on vous souhaite beaucoup de courage pour les mois à venir. Au revoir. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous, bonsoir. Alors je suggère qu'on réorganise peut-être pour se mettre un peu au milieu, parce que là on est un peu sur le côté. On va mettre les sièges au milieu. Donc je vais vous représenter. Alors, comment ça tourne. Il se bloque pas. Ah bon pourtant. Voilà, j'ai tout déréglé la soirée, désolée. Je trouvais que c'était mieux d'être au milieu. Je vais vous représenter donc nos intervenants de ce soir qui connaissent particulièrement bien l'Antarctique pour y être allés. Donc Alban Barbero qui a hiverné à Concordia en 2013 en tant qu'ingénieur d'études pour le laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement de Grenoble. Et Emmanuel Lemeur qui a jamais hiverné mais qui a réalisé 12 campagnes d'été, ce qui est sans doute l'équivalent de 3 hivernages et qui est aussi glaciologue au laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement de Grenoble. Alors j'imagine, je ne sais pas si parmi vous d'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu la chance de se rendre en Antarctique? Levez les doigts. Ah oui, quand même. Bah dis donc. Et combien rêvent de s'y rendre?
Un petit peu plus. Voilà, l'Antarctique, évidemment, fait rêver beaucoup de monde. Hein. C'est un continent complètement à part, isolé, un continent en glace. Alors, pour être vraiment pragmatique, il y a deux options pour se rendre en Antarctique. L'option touriste. Il y a du tourisme en Antarctique, ça se développe de plus en plus, mais ça reste un tourisme de luxe. Et puis il y a une autre option qui est beaucoup plus à portée de main, je dirais, qui est d'aller travailler dans une des 37 bases du continent, et notamment pour nous Français, dans une des 2 ou 3 bases, si on compte Cap Prud'homme, qui est donc une annexe hein, de Dumont d'Urville. Donc les 3 bases françaises qui sont Dumont d'Urville et Cap Prud'homme, qui pourraient être considérées comme une seule grande base, qui sont au niveau de la Terre Adélie. Donc on a vu une carte à un moment dans le film, c'est vraiment en face de la Tasmanie. Et puis un petit peu plus audacieux et au centre du continent, donc Concordia. On l'a un petit peu vu dans le film, il n'y a pas uniquement des scientifiques hein, qui travaillent en Antarctique, il y a même de nombreux métiers. On a vu donc des cuisiniers, des électriciens, des plombiers. Quels autres profils on peut avoir pour gagner son ticket en Antarctique? On peut être charpentier, chaudronnier, menuisier, plombier, électricien, mécanicien. Mais on peut même être sans avoir comment ça s'appelle, de formation particulière ou d'expertise dans un métier. On peut aller là-bas aussi comme polyvalent. Et il y en a plusieurs, les étés on les appelle les polyvalents, c'est ceux qui vont aider sur chaque chantier qui est en cours en fait et qui vont donner main à la pâte quoi. Mais faut être un peu bricoleur quand même, on peut pas être polyvalent comme ça, faut quand même avoir un peu de formation en bricolage ou dans un des métiers maçonnerie ou plombier ou plomberie par exemple. Mais un peu tous les métiers peuvent partir en Antarctique, je dirais. Tous les métiers artisans, tous les métiers manuels peuvent avoir leur place en Antarctique, en campagne d'été en tout cas. Alors je crois qu'il y a quand même beaucoup de postulants. Les critères de choix, de sélection, vous les connaissez un petit peu? Peut-être Alban qui les a effectués récemment. C'est surtout, en tout cas pour Concordia, pour toutes les bases antarctiques, pour l'hivernage, c'est des tests psychologiques. Et pour Concordia, des tests médicaux et un petit test physique pour être sûr de supporter l'altitude. Il n'y a pas vraiment de test de froid parce qu'il y a qu'un Concordia qui fait si froid, mais c'est oui des tests psychologiques et des tests, voilà, et des tests médicaux pour être en bonne santé. Votre première campagne d'été, Emmanuel, remonte à quand? Ma toute première campagne d'été, ça commence à dater, c'était en 97. C'était sur le forage de Domsé, dont on a vu des images. C'était les débuts du forage. En fait, j'étais là, j'ai eu cette chance d'y aller. En fait, c'était pas tellement mon domaine d'expertise. En fait, c'est un peu ce que dit Alban. Ils avaient besoin de bras et à l'époque, je faisais ma thèse au laboratoire de glaciologie. Et puis quelqu'un est rentré dans mon bureau et puis il m'a dit comme ça, ça te dirait d'aller faire un petit tour en Antarctique. Alors ça, c'est le genre de question qu'on pose pas 2 fois. J'ai tout de suite signé, ne sachant pas ce que j'allais faire. Et puis en fait, je me suis trouvé là-bas à faire diverses tâches plus ou moins scientifiques, logistiques. Et puis c'est un peu comme ça qu'on prend le virus, quoi. Et vous, Alban, c'était un rêve de gosse ou comment ça s'est présenté, cette opportunité? C'était par hasard. Je terminais mes études, ma dernière année au Canada, et puis on a reçu les offres d'emploi de l'IPEV, de l'Institut Polaire, qui envoie les offres pour les différents programmes de recherche, pour les différents laboratoires. Et j'étais dans ma période froide, donc je me suis dit, je continue et je vais postuler pour l'Antarctique. Et puis c'était un petit peu plus froid là-bas qu'à Montréal. Oui. Et puis voilà. Alors, parlons des bases françaises. Première étape, comment on s'y rend? Donc, le moyen de transport le plus usité, c'est le bateau avec l'Astrolabe, on l'a vu, donc qui traverse des mers plutôt agitées. On les appelle les hurlants et les rugissants, c'est pas pour rien. Vous gardez des mauvais souvenirs de ces traversées en bateau? Disons que moi j'en ai fait au bas mot 17, donc avec des réussites diverses, allant du pire au meilleur. Le meilleur, d'ailleurs, je crois que vous étiez avec moi sur le bateau. Oui, on a eu une mer calme. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'une autre opportunité pour aller en Antarctique, c'est aussi d'être journaliste. Ouais, celle-là, elle est pas anodine. Et en fait, on avait non seulement une mer clémente, mais en plus, on a eu la chance d'avoir énormément d'aurores australes, pas boréales.
ce qui nous a bien occupé l'esprit, parce que c'est avant tout psychologique, je crois. Et là, je garde un excellent souvenir de cette traversée. Et puis, à l'autre extrémité du spectre, c'était, en l'occurrence, 6 jours calés au fond de la Banette. Et je crois qu'en tout et pour tout, sur ces 6 jours, j'ai réussi à manger une demi-pomme. Bon, après, c'est pas grave, hein, c'est que 6 jours, on n'en meurt pas. Mais le bateau, vous avez vu quelques images, là, et encore, c'était gentil. Son surnom, enfin, son nom officiel, c'est l'Astrolabe. On l'a souvent surnommé le Gastrolabe, ce qui en dit long. Et c'est un bateau qui est en fin de vie, qui a une particularité, il a un fond très plat et il roule énormément. Donc on est bien secoué dans ce bateau. Je vous passe les détails des odeurs. C'est le problème de ce bateau. Donc ça fait un petit cocktail assez détonnant, et pour les personnes un peu sensibles, ça peut vite être pénible. Oui, je confirme. Moi, j'ai pris je suis allé en avion à Concordia, mais au donc retour, il y a quelques privilégiés quand même qui prennent l'avion. Mais vous atterrissez où alors quand vous prenez l'avion? On atterrit soit à Dumont-Durville, soit à Mario Zucchelli, donc la station italienne sur Terranova, soit à Casey, donc la station australienne, et puis de là on prend un petit avion qui nous emmène à Concordia, un Twin Otter comme on a vu dans le reportage. Parce qu'on ne peut pas atterrir à Dumont-Durville, il n'y a pas de piste d'atterrissage. Oui, voilà. Mais j'aurais préféré y aller en bateau, je pense, mais je regrette pas d'y être allé en avion. Mais l'arrivée en bateau, pour les premières fois, c'est quelque chose d'impressionnant, j'imagine. Enfin, du coup, j'imagine. Mais le retour était, après 1 an à Concordia, sans vraiment d'odeur, parce qu'au bout d'un moment, comme il fait très froid, les odeurs, on les sent plus trop. Et d'arriver sur le bateau, ça remet toutes les odeurs. On parlera du retour à la fin alors. Donc on arrive sur les bases françaises, et qu'est-ce qu'on y fait concrètement? Par exemple, est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type durant l'hivernage? Durant l'hivernage, la journée type, c'est, en tout cas à Concordia, comme les laboratoires sont juste au-dessus des chambres, soit on se lève très tôt et on est motivé, on va dans l'autre tour pour aller prendre un petit déjeuner, soit on a déjà la machine à thé ou à café avec des petits gâteaux et on va directement dans le laboratoire et on travaille, comme ça on se dit qu'on dort un petit peu plus. Et oui, c'est se lever, travailler le midi, enfin en tout cas pour celui qui hiverne pour le laboratoire de glaciologie de Grenoble, aller dehors le matin faire des relevés de neige ou des changements de filtre dans les différents abris scientifiques. Ensuite, manger tous ensemble le midi et repartir travailler l'après-midi, et manger tous ensemble le soir. Et puis, suivant quel soir de la semaine on a des activités de groupe où on va se coucher, regarder un film tous ensemble, aller faire du sport. C'est des journées classiques. Enfin. Donc s'habiller, se déshabiller. Il y a un test là dans l'exposition qui dit qu'il faut être capable d'avoir la patience de fermer 7 fermetures éclairs à chaque fois avant de sortir. Je pense que c'est un peu exagéré parce que j'ai jamais mis 7 couches personnellement, mais parce que maintenant les vêtements sont quand même assez... c'est quand même bien technique, donc il suffit de mettre des sous-pulls et puis 2-3 polaires en plus du gros manteau. Mais oui, pour s'habiller, au début on met à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Une fois qu'on a pris le pli, en 5 minutes on est habillé, mais 5 minutes c'est long quand même. Alors justement, par rapport à l'impact des conditions extrêmes, le continent antarctique, c'est quand même le continent de tous les superlatifs. Il fait le plus froid, le plus venteux, le plus sec. Quel impact ont ces conditions environnementales sur le quotidien? Est-ce que c'est quelque chose qu'on oublie ou est-ce que c'est une difficulté quotidienne? Emmanuel? Je pense qu'Alban est presque mieux placé que moi pour parler. Moi, travaillant essentiellement sur la côte, c'est peut-être le vent, le facteur le plus limitant, le plus pénible. Et autant le froid, on arrive à s'y faire, on s'accommode. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Alban, mais on s'accoutume au froid et on le gère de mieux en mieux. Autant le vent saoule, le vent vous empêche de tout faire, c'est-à-dire les moindres petites manipulations sur glacier, dès qu'il y a du vent, tout s'envole. Et là, pour le coup, le vent est une grosse contrainte pour nous. D'autant plus que nous, comme le glacier est assez éloigné de la base, je ne devrais pas le dire, mais on est obligé de prendre l'hélicoptère pour s'y rendre. Et donc le fort vent devient aussi une contrainte pour l'accès sur le glacier. Donc en fait, quand on est là-bas et qu'on a besoin de travailler sur le glacier, on a les yeux quand même assez rivés sur l'anémomètre, parce que c'est lui qui dicte les journées, quoi. Donc voilà, ce qu'on n'a pas encore présenté, c'est effectivement Emmanuel Lemeur travaille sur un glacier qui est juste à côté de la base de Dumont-Durville. Et l'objectif de vos études, c'est de comprendre l'écoulement de ce glacier et les changements de vitesse d'écoulement de ce glacier. Oui, c'est ça. En fait, en termes simples, ce sont des glaciers un petit peu particuliers. J'utilise toujours, on se moque de moi, mais la métaphore de la baignoire. L'Antarctique, c'est une grande baignoire. Il neige dessus. Cette neige se transforme en glace et finit par s'écouler à la côte. Et elle s'écoule à la côte à la faveur de certains de ces glaciers.
Or, si on peut considérer que la neige tombe à peu près toujours dans les mêmes proportions, ce qu'on a remarqué ces dernières années, c'est que ces glaciers, les petits robinets en fait, qui sont au fond de la baignoire, ces glaciers accélèrent et en fait drainent de plus en plus de glace à la mer. Donc, en quelque sorte, vident la baignoire et inondent la salle de bain. Hein. Et ainsi, on suspecte une contribution de plus en plus forte de ces glaciers à l'élévation du niveau des mers. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est comprendre la dynamique, la physique de ces glaciers, et essayer de les comprendre, de les modéliser et à terme de prévoir le comportement de ces glaciers, qui plus est dans un contexte de réchauffement climatique avéré. Tout ça avec en filigrane évidemment la possibilité de mieux prédire la contrainte antarctique au futur niveau des mers, ce qui est un sujet un peu brûlant par les temps qui courent. Et donc pour tout ça, vous allez régulièrement sur le glacier poser des instruments Oui, alors on regarde l'épaisseur du glacier, on va regarder sa vitesse de déplacement, donc ça va faire appel à de la technologie classique pour ce genre de mesures, c'est-à-dire ça va être des mesures GPS, ça va être des mesures radar. On utilise toute une instrumentation géophysique qui permet d'ausculter ce glacier, de comprendre comment il fonctionne, acquérir suffisamment de données pour pouvoir les rentrer dans un modèle numérique et faire tourner ce modèle numérique. Et l'avantage d'un modèle, c'est qu'il permet de se projeter dans l'avenir. Et c'est un peu le but du jeu. Alors ça, c'est une de vos activités en Antarctique, mais il y en a une autre assez impressionnante qui est le raid Concordia. On a vu quelques images de ces gros tracteurs sur la glace. Alors effectivement, Concordia, on ne peut pas ravitailler Concordia en carburant par avion. Hein. Il faut des convois terrestres. Et ces convois terrestres se réalisent chaque année par l'intermédiaire d'une dizaine de tracteurs. Alors, du temps des premiers modèles de tracteurs, qui étaient quand même des tracteurs de 350 chevaux pour situer, c'était une dizaine de tracteurs. Maintenant, l'IPEV a renouvelé son parc, a pris des tracteurs encore plus gros, plus de 500 chevaux, c'est des monstres, hein, c'est assez impressionnant. Et là, on se contente de 6 tracteurs, mais ces 6 tracteurs permettent de constituer un convoi qui fait, lorsqu'on met tout bout à bout, c'est marrant, c'est dommage qu'on n'ait pas vu des images, mais c'est un convoi qui, lorsqu'il est mis bout à bout, fait plus d'1 kilomètre de long. Donc c'est des tracteurs qui sont attachés par deux, en fait, et qui tirent une kyrielle de traîneaux sur lesquels vous avez des containers, des cuves, la caravane vie, et c'est vraiment impressionnant. Et on les a appelés un peu les Touaregs de l'Antarctique parce que ça ressemble vraiment à une caravane. C'est une caravane, hein, mais c'est une caravane motorisée. Et ce raid se fait 3 fois par an parce que ravitailler Concordia, c'est avant tout beaucoup de fuel. C'est de la nourriture, c'est de quoi maintenir, agrandir les infrastructures, donc ça fait beaucoup de matériel. Et ça, par avion, c'est prohibitif, donc il y a un convoi terrestre. Et donc on reste au volant pendant combien de jours? Alors là, pour le coup, je parle de ça parce que le long de ce convoi, on peut accessoirement faire de la science, hein, parce que mon but premier, c'est pas de faire le chauffeur de l'Antarctique. Quoique j'aime bien ça, c'est assez marrant. Mais je ne sais plus ce que je disais. Combien de jours? Combien de jours, oui. En fait, ces tracteurs, ils avancent à 10 km/h. C'est simple, il y a un peu plus de 1000 km. Vous avancez à 10 km/h et vous faites à peu près 10 heures de conduite par jour. Donc vous faites 100 km par jour, donc il vous faut entre 10 et 11 jours. Alors peut-être que là, on ressent un petit peu plus le côté expédition tel qu'elle est racontée. Là, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion donc de visiter l'exposition sur Amundsen et Scott. Bon, bien sûr, on est bien loin des conditions du début du siècle, mais est-ce qu'on a quand même ce petit sentiment d'aventure et d'engagement? Oui, je dirais que c'est le dernier petit carré d'aventure en Antarctique. Alors, j'ai envie de dire, on se la joue un petit peu, on se la joue un peu aventurier, mais ça reste quand même assez grisant déjà de conduire pendant 10 jours sans voir âme qui vive, sans voir aucune infrastructure, parce que vous êtes dans des endroits où il n'y a pas âme qui vive à plus de 500 km à la ronde. Donc moi, je trouve ça très grisant. Donc de fouler un sol qu'on est le premier à fouler, je trouve que ça participe de cette ambiance un peu exceptionnelle. Et par-dessus ça, il y a le fait qu'on est une dizaine, en vase très très clos pour le coup, parce qu'on vit dans une petite caravane. Donc là, la communauté joue à plein et le relationnel est exacerbé. Ce qu'on voit dans les vases, on le voit a fortiori sur un raid comme ça. Et je dis que dans les bases, dans les milieux confinés comme ça, le relationnel est exacerbé, dans le bon comme dans le mauvais. Mais sur le raid, j'ai toujours eu cette chance de voir le relationnel exacerbé, mais dans le bon, c'est-à-dire un gros esprit de solidarité, de camaraderie. Et ça ajoute une dimension supplémentaire à l'aventure qui en fait quelque chose d'exceptionnel selon moi. Alors que sur les bases, est-ce que le côté plutôt aspect négatif des personnalités est exacerbé ou comment vous... Oui, il y a souvent des petites tensions qui souvent partent de rien. Hein. C'est ce problème, c'est un petit truc qui va prendre des proportions un
un petit peu folle. Alors bon, sur les bases, on a toujours le moyen d'aller s'aérer un peu, de prendre un peu ses distances, sauf peut-être à Concordia au plein milieu de l'hiver quand les conditions sont un peu adverses. Donc en général, ça se gère relativement bien, c'est pas le problème. Alors justement, là, le vivre ensemble, c'est vrai que ça nous paraît un des éléments le plus important de ces vies sur ces bases antarctiques. Quelles difficultés principales on rencontre dans cet ordre-là? C'est surtout d'accepter ses défauts, d'accepter ceux des autres et de ne pas vouloir à tout prix que les autres agissent comme nous on aurait envie qu'ils agissent parce qu'on a décidé que ça se passerait mieux si c'était comme ça. Il faut vraiment apprendre à se remettre en question, à accepter les critiques, même si ça peut être très dur de fois. Enfin, là, je le dis avec tout le recul parce que ça fait 1 an et demi que je suis rentrée, mais je me doute bien qu'il y a sur place, à des moments, j'ai pas écouté quand on m'a dit Alban, t'exagères. Je pensais avoir tellement raison que je me suis énervée, alors que je suis pas la seule dans ce cas. Je pense qu'on a tous une passade pendant l'hiver où il faut vraiment parce qu'au début, on prend beaucoup sur soi en se disant, oh là là, je passe encore 9 mois avec ces gens, je vais pas leur dire tout de suite ce que je pense. Enfin, peut-être que je vais apprendre à les connaître et puis apprendre à me connaître moi aussi en vie en communauté de cette manière-là. Et puis à bout d'un moment on prend tellement sur soi et que ça devient difficile d'accepter tout. Et donc il faut trouver les moyens de le dire correctement parce que les autres personnes en face vivent exactement la même chose que ce qu'on est en train de vivre. Et donc du coup il faut trouver le moyen de le dire sans se vexer ou sans vexer les personnes en face, en l'expliquant, sans se braquer en fait. Et en général ça se passe bien, il y a toujours des petits moments de friction, mais en général ça se passe quand même bien, les gens ne partent pas en ayant envie de se tuer, il n'y a pas de meurtre sur les bases en Antarctique, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes qui peuvent être un peu plus difficiles que d'autres. Et à tout ça, il faut rajouter aussi notre vie personnelle qui est restée derrière, qui est restée en France. Et si on apprend des mauvaises nouvelles, si on apprend des bonnes nouvelles, comment les partager avec le groupe, comment les partager avec si quelqu'un, par exemple, du groupe a eu une très mauvaise nouvelle, le jour même où nous, on a eu une très bonne nouvelle, ça peut être aussi... ça peut être de temps en temps un peu délicat de gérer tout ça. Et puis bon, après, c'est un esprit de groupe qu'il faut avoir. Et en général, ça se passe bien. Mais... Alors, est-ce qu'il y a des solutions qui sont mises en place et qui fonctionnent? Comme on l'a vu avec l'équipage DC-11, ceux qui sont en ce moment en Antarctique, il y a à Concordia, tous les samedis, il y a une réunion d'équipe qui est animée par le station leader. Et dans ces réunions, on peut... donc en début d'hivernage, c'est surtout, on parle de comment se mettre en place le groupe, les règles qu'on estime sont importantes pour notre groupe, donc elles changent d'un groupe à l'autre, d'une année à l'autre, mais en général ce sont à peu près les mêmes règles. Et puis au bout d'un moment ça va être exprimé si on est frustré, si on a envie de faire quelque chose, si on estime que telle ou telle personne n'a pas respecté les règles et ça nous a influencé nous, soit sur notre travail, soit sur notre bien-être dans la base. Et puis c'est dans ces réunions qu'on peut vraiment dire aux gens ce qu'on a envie de leur dire sans que ça prenne des ampleurs parce que du coup il faut vraiment en parler au sein du groupe. Après, quand il y a des choses qui sont vraiment très personnelles, on va voir la personne concernée directement. Mais quand ça concerne le groupe, c'est bien de pouvoir en parler avec tout le groupe et puis que chacun donne son avis pour trouver une solution à ce problème qui est en général pas grave du tout, mais qui prend des proportions, comme disait Emmanuel, qui prend des proportions impressionnantes parce que tout est exacerbé en Antarctique. Donc on apprend à s'exprimer plus, à exprimer ses sentiments et à le faire de manière diplomatique. Oui, je pense qu'on apprend un peu ça et qu'on apprend aussi à prendre, on essaye de prendre du recul parce que, en tout cas à Concordia c'est très difficile d'en prendre parce qu'on ne peut pas sortir très loin quand on ne peut pas claquer la porte en disant c'est bon je vais me balader, j'ai plus envie de vous voir. On peut pas faire ça. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? Et du coup on essaye de prendre du recul comme on peut et de se dire est-ce que ça vaut vraiment la peine de parler de cet incident? Parce qu'au final c'est pas grave quoi. Donc après à Concordia ce qui est bien c'est qu'il y a le Skype, donc on peut en parler avec ses proches. On peut téléphoner à ses proches et du coup les proches qui ne vivent pas la chose peuvent nous dire non mais là c'est pas grave, tu pars complètement en cacahuète, est-ce que tu te rends compte pourquoi tu t'énerves par exemple? Parce que justement les sources souvent de conflits, j'ai l'impression que ça porte souvent sur les tâches collectives. Je dirais comme dans toutes les colocations ou dans toutes les familles nombreuses ou dans toutes les vies en communauté, les camps d'éclaireurs, les camps de scouts, tout ça, il y a toujours des gens qui font les tâches mieux que d'autres ou qu'on plus envie de les faire, d'autres qui n'ont vraiment pas envie de les faire mais qui ne les font pas du tout. Et donc ça, au bout d'un moment, forcément, ça crée des tensions parce qu'un tel n'a pas sorti toutes les poubelles et quand c'est soit de le faire la fois d'après, on en a 2 fois plus, alors on perd 2 fois plus de temps. Et c'est vraiment des petits soucis de la vie quotidienne qu'on peut avoir en France mais qui sont exacerbés en Antarctique. Alors on imagine aussi qu'en étant enfermé comme ça pendant 10 mois, il se crée des relations d'amitié, voire des relations amoureuses. Comment ça se gère aussi Est-ce qu'il y a des jalousies qui peuvent
Oui, il peut y avoir des. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'il faut être clair. Il faut être clair dès le début si une relation amoureuse se construit. Soit le couple est sérieux et a envie de l'annoncer aux autres, mais dans ce cas-là, il reste. Quand on est en public dans le groupe, enfin au sein du groupe en tout cas, on se montre pas à se faire des papouilles, tout ça, parce que pour les autres, ceux qui ont leurs femmes ou leurs hommes à la maison, ça peut être très difficile de voir ce genre de tendresse en plein milieu de l'hiver. Soit soit le couple n'est pas sérieux. Dans ce cas-là, se le dit dès le départ pour pas que l'un ou l'autre soit blessé et que ça crée en plus des tensions, habituelles qu'il peut y avoir, des tensions qui ne concernent pas les autres mais qui au final vont impacter tout le groupe, quoi. Alors, pour nous qui sommes un peu tous des addicts des téléphones portables, voire des réseaux sociaux, est-ce que ça aussi c'est un manque quand on est comme ça en Antarctique, privé de ces objets-là? Je sais pas, moi je parle pour moi, non, c'est du pain béni parce que déjà on n'est plus assailli de mails, donc on passe pas 1 heure par jour à faire le ménage dans sa boîte mail ou répondre aux diverses sollicitations. Après, les téléphones portables et tout, déjà n'étant pas moi-même adepte ici en France, pour moi c'est pas un problème. De toute façon, des moyens de communication il y en a, puisque on a les mails qui marchent très bien. Depuis peu, on a même Internet sur place, ce qui a été une petite révolution. Et puis on peut aussi téléphoner, la base est équipée de téléphones Iridium, donc on peut appeler, généralement c'est sur la base du raisonnable, les gens appellent l'équivalent de 20 minutes tous les 15 jours, leur famille, et en fait je trouve que c'est un très bon compromis en termes de communication. Mais là encore une fois je parle pour moi, moi j'ai pas d'enfants, pour ceux qui ont des enfants, par exemple il y a quand même le sempiternel jour de Noël où on voit un petit coup de blues. Je l'ai vu chez pas mal de collègues qui avaient des enfants, surtout en bas âge, et là le jour de Noël c'est des fois pour certains un petit peu délicat, mais dans l'ensemble, au moins en tout cas pour ce qui est des campagnes d'été, où on est parti quand même pour pas très très longtemps, ce problème de communication avec le monde extérieur, ou cette restriction, je dirais, des communications vers le monde extérieur, c'est presque salutaire, enfin en tout cas pour certains. Et durant l'hivernage, est-ce qu'on se limite à un certain nombre de communications extérieures, ou est-ce qu'on le fait en fonction du feeling? Je pense que chacun fait comme il sent qu'il a besoin, en fait. Moi, c'était en général un Skype par semaine, voire toutes les 2 semaines. Et puis, si c'était pas Skype, c'était le téléphone, mais pas tous les jours, parce que ça c'est mon avis personnel, mais j'estimais que si j'avais tous les jours mes proches au téléphone, jamais je vivrais mon expérience d'Antarctique et d'isolement correctement, en fait. Parce que j'étais partie aussi dans cette optique de vivre cette expérience et pas d'être là-bas, et puis en fait d'être toujours en France avec tout le monde, alors que j'avais choisi de partir là-bas. Donc après, comme disait Emmanuel, je peux comprendre. Enfin, ceux qui avaient des enfants dans notre groupe, ils téléphonaient plus souvent chez eux, mais parce que voilà, il y a les enfants, donc forcément. Donc cette recherche d'isolement, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui revient. On le voit aussi dans le film. C'est quand même une quête aussi. On va là-bas aussi pour s'isoler. À la base, moi, je pensais pas à l'isolement. Je pensais vraiment à l'Antarctique et à vivre une expérience hors du commun. Mais c'est vrai que quand on est préparé à Cologne avec l'Agence européenne spatiale, on est préparé, du coup on nous dit vous allez être isolé, et le mieux c'est de ne pas s'isoler complètement du reste du monde, mais de quand même essayer de s'isoler à un minimum pour vivre avec le groupe, en fait, pour vivre votre vie en communauté de la meilleure façon qui soit. Parce que du coup, à Concordia, maintenant qu'il y a Internet, il y a des années où Internet a été mis sur tous les ordinateurs personnels, c'est des tests qui ont été faits par l'Agence européenne spatiale, de mettre Internet sur tous les ordinateurs personnels des gens de la base. Et cet hivernage-là, au niveau du groupe, au niveau de l'ambiance de groupe, c'est moins bien passé que d'autres hivernages, parce que les gens restaient plus connectés avec les réseaux sociaux ou Skype sur l'ordinateur, donc ils restaient dans leur chambre pour faire Skype, alors que du coup mon hivernage, on n'avait pas le droit d'avoir sur nos ordinateurs personnels Internet. Et donc du coup, pour avoir un Skype, il fallait qu'on prévienne les autres de dire ce soir je prends la salle informatique et je prends un Skype. Et donc du coup, on y passait moins de temps et on passait plus de temps avec le groupe, ce qui fait qu'au final, l'ambiance, et après chaque groupe est différent, mais au final, l'ambiance s'en ressort un peu mieux, quoi. Alors si l'agence spatiale européenne est aussi investie donc en Antarctique, c'est qu'ils y voient vraiment un lien évident entre une mission, un hivernage tel que celui qui se déroule en ce moment à Concordia, et chaque hiver d'ailleurs à Concordia, et puis des missions spatiales où
où on serait, une mission par exemple vers Mars, où on serait plusieurs mois, voire plusieurs années confinés dans un même environnement. Et donc c'est pour ça qu'ils mènent beaucoup d'expériences et qu'ils utilisent les hivernants comme cobayes pour essayer de comprendre comment un groupe interagit en isolement et en confinement pendant plusieurs mois. Donc il y avait aussi une expérience pendant votre hivernage. Oui. En quoi ça consistait ? Les expériences qu'il y avait l'année où on y était, c'était surtout, il y avait une expérience sur le sommeil, donc c'était pour voir l'évolution de notre sommeil. Donc il y avait aussi en fonction de l'altitude, juste des conditions extérieures qui faisaient qu'on était à presque 4000 mètres d'altitude, qu'on était appauvri en oxygène, tout ça. Puis les expériences sur le sommeil pour voir aussi le stress, la vie en groupe, est-ce qu'on dort mieux au début, est-ce qu'on dort mieux à la fin. Il y avait des expériences sur le CO2 qu'on rejetait. Là, c'était surtout pour voir. Enfin, il y avait aussi des tests physiques en fait pour voir si on faisait du sport, parce qu'on devait porter parfois des espèces de podomètres toute une semaine. On l'enlevait que pour prendre notre douche, quoi. C'était très désagréable. Et en fait, ça comptait nos pas. Donc, ça comptait nos pas. Et couplé à ça, on avait une espèce de test où on était allongé sur un lit pendant une demi-heure avec une espèce de coffret sur la tête qui récupérait en fait le CO2 qu'on rejetait, et après avec ça c'était calculé la base du sport qu'on faisait ou de comment on se dépensait énergétiquement. Alors après dans le détail je sais pas parce que Et pour le sommeil par exemple, alors est-ce que le sommeil s'améliore? Le sommeil ça dépendait vraiment des personnes. Il y avait plusieurs qui faisaient de l'apnée, mais ça c'était dû au fait que c'était très appauvri en oxygène, donc c'est pas de l'apnée comme on peut avoir ici, c'est de l'apnée alors ils m'ont expliqué mais je me souviens plus exactement. Je crois que c'est de l'apnée. Alors il y en a une apnée qui est gérée par le cerveau et une apnée qui est gérée par le taux d'oxygène. Voilà, il y a vraiment deux types d'apnée, dont des l'autre en général. Après il y avait les hypopnées, alors en français je sais pas comment on dit, c'est les presque apnées. Et puis il y a ceux qui ne dormaient jamais en sommeil profond pendant l'hiver. Quand on fait les tests au début de l'hiver, ils avaient un sommeil profond, puis au fur et à mesure ils se sont jamais retombés dans la phase 4. C'était peut-être les plus irritables, non? Peut-être. Mais bon, du coup, moi, ça, en parlant avec le médecin, il m'a expliqué, mais il m'a jamais dit qui. Parce que forcément, c'est confidentiel. Donc, d'accord. Je peux pas savoir. Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire les meilleurs souvenirs que vous conservez de l'Antarctique? Alors, sur les 12 campagnes d'été, Emmanuel, est-ce que vous pourriez nous décrire un ou deux souvenirs particulièrement émouvants ou plaisants? Je dirais que ce sont les événements un peu exceptionnels et pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était peut-être au cours de ces raids où on part un peu à l'aventure et il y a un de ces raids qui a relié justement Dome Concordia à la base russe de Vostok, alors qui est une base un peu particulière, on pourrait en disserter des heures. C'est une longue histoire. C'est une véritable saga, Vostok. C'est une base à la russe, mode de vie à la russe, c'est très spartiate, mais c'est aussi une base mythique parce qu'on a parlé du grand forage de Concordia, mais il y a eu un précurseur qui a été le forage de Vostok, et là où on a vraiment fait le lien entre climat et gaz à effet de serre, c'est pas sur la carotte de Concordia, mais c'est sur la carotte de Vostok, donc il y a un côté un peu mythique associé à cette base. Et quand vous avez cheminé pendant 15 jours au milieu du désert blanc et que vous voyez se dessiner la station et que les Russes, avec leurs moyens qui sont les leurs, très limités, viennent vous accueillir, vous donnent tout ce qu'ils ont, c'est très chaleureux, donc ça constitue une ambiance, je dirais, unique, et ça restera sûrement un de mes meilleurs souvenirs. Alban, votre meilleur souvenir? Il y en a beaucoup, alors c'est difficile de choisir, mais en termes humains, oui, ça va être ça, les relations d'amitié qui se sont construites, qui sont très fortes, parce qu'on a vécu la même chose, une expérience qui va nous marquer à vie. Et aussi, comme dit Emmanuel, quand le raid logistique arrive à Concordia, enfin nous, le deuxième raid que j'ai vu, la première campagne d'été que j'ai fait, le raid est arrivé un 31 décembre et on attendait juste qu'ils arrivent juste avant minuit en fait pour faire le nouvel an avec eux. Ils sont arrivés juste avant et c'est des personnes qu'on ne connaît pas en fait, et on s'embrasse, on se prend dans les bras comme si ça faisait 10 ans qu'on se connaissait, et que vraiment exactement de la manière dont tu l'as décrit avec les Russes. Et pourtant il y a des gros barbus. Oui. Et ensuite après les souvenirs d'hivernage, c'est vraiment les aurores australes magnifiques, quand on sort à 11h du matin ou à 2h de l'après-midi et on a une voie lactée vraiment pure, on voit les étoiles, c'est juste fantastique. Et puis le retour du soleil aussi, après 3 mois de nuit, on voit des ciels magnifiques, où quand on a la pleine lune, on a l'impression que c'est le jour parce qu'on voit notre ombre par terre et que la neige est grise. Et puis le premier rayon du soleil, quand on le voit enfin sortir à l'horizon,
on se dit ah mais ouais en fait il nous a manqué quoi. Ça c'est vraiment ça c'est des moments vraiment émouvants parce qu'on a l'impression de ressentir la chaleur alors qu'il fait pas plus chaud quand le soleil revient hein, mais on a l'impression de ressentir la chaleur et niveau humainement dans le groupe en fait tout le monde se réveille un peu de son hiver et tout le monde est plus joyeux quoi aussi. Il y a un peu de ça. Et le retour des premiers campagnards d'été, donc vous avez été pendant 9 mois à 10, 13, 15 maximum. Et qu'est-ce qui se passe quand les nouveaux de l'été d'après arrivent dans la base? C'est un bon moment ou Si, quand on sait que l'avion arrive, parce que ça a toujours la logistique en Antarctique, c'est magique, c'est ce qui se dit souvent. Parce qu'on nous dit l'avion va arriver le 6 novembre par exemple, puis le 6 novembre on est tous prêts, la base est prête, on a fait tous les lits pour accueillir tout le monde, et puis il n'y a pas d'avion. Donc on a encore 2 jours, 2-3 jours à attendre le premier avion, donc il y a cette attente qui est un peu, qui est très excitante, et puis qui en même temps qui commence à être un peu longue, parce qu'au final ça fait depuis le début du mois d'octobre qu'on prépare la campagne d'été, à remettre en état le camp d'été, à déneiger tout ça, et en fait ils arrivent toujours pas. Et une fois qu'ils sont là, on est content, pareil, ils nous prennent dans les bras, on les prend dans les bras, parce que c'est les premières têtes un peu différentes qu'on voit depuis 9 mois. Et puis au bout de 2 jours, en fait, on s'est envahi, quoi, parce qu'ils sont dans notre maison, qu'il faut faire la queue pour aller aux toilettes, qu'il faut faire la queue pour prendre sa douche, qu'on n'a plus une table familiale, que ça y est, on est reparti en self, parce que l'été, la configuration, c'est un self, parce qu'il y a trop de monde pour que ce soit des plats à table. Enfin, en tout cas, à Concordia, c'est comme ça que c'est fait. Et donc, du coup, ouais, on se sent un peu envahi, et puis on sent que ça y est, l'aventure, petit à petit, au bout d'une semaine, 2 semaines, avec les nouveaux arrivants, les prochains hivernants qu'on forme, qui vont nous remplacer, qu'il faut apprendre à s'effacer petit à petit, puis à les laisser prendre leur marque dans le laboratoire, dans nos chambres. Et du coup, ouais, c'est l'aventure qui se termine. Donc c'est bien, mais en même temps, il y a un petit coup de nostalgie aussi qui arrive. Et ça vous est déjà arrivé, Emmanuel, d'arriver en tant que premier estivant et donc de découvrir un groupe constitué Moi, j'ai toujours fait des saisons d'été où j'arrivais à la 2e, dans le meilleur des cas, la 2e rotation, et ça, j'ai pas connu. Parce que donc il y a 5 rotations au total qui, durant l'été, amènent et ramènent à la fois les scientifiques et les équipes techniques. Mais je reviens sur ce qu'a dit Alban, c'est vrai ce qu'elle dit, et c'est encore plus vrai, je crois, du Mont-d'Urville. On nous appelle les campagnards d'été, et des fois c'est même dit de manière un peu péjorative, et c'est vrai que moi j'ai souvent entendu, pour les hivernants, c'est le jour de la fin de l'hivernage, quoi. Le premier bateau qui arrive, c'est les envahisseurs, et c'est officiellement, enfin peut-être pas officiellement, c'est officieusement la fin de l'hivernage, et pour certains, je crois que pour certains c'est assez dur, ouais. Et alors j'imagine qu'après il y a d'autres difficultés quand on rentre à la maison. Quel genre de difficultés concrètes se présentent? Par exemple, est-ce qu'on se souvient du numéro de sa carte bancaire? Oui, on l'a noté avant de partir. Par exemple, ça c'est tout ce que l'ESA nous dit avant de partir. Ils nous disent notez bien tous vos numéros de carte, tout ce dont vous allez avoir besoin en retour, parce qu'au final en un an vous allez oublier, et c'est vrai qu'on oublie. Mais après il faut se souvenir de où est-ce qu'on l'a rangé numéro de téléphone alors moi mon téléphone est mort juste avant de partir, donc au final je devais me racheter un téléphone en rentrant, donc ça j'avais pas besoin de me souvenir d'un numéro de téléphone. Mais il a fallu que je m'achète un téléphone un peu plus neuf et avec des applications, et ça avant j'étais on va dire déjà un peu en retard là-dessus, mais en rentrant je savais pas trop quoi faire avec ce téléphone qui était un peu gros dans mes mains, mais après ça revient vite, hein, mais c'est vrai qu'au début c'est ce qui est le plus un peu flippant, c'est de voir du monde en fait, de voir des gens, des têtes qu'on connaît pas et qui nous connaissent pas, et en fait qui vont pas venir nous dire bonjour parce qu'ils ont pas de raison de nous dire bonjour parce qu'on les connaît pas. Du coup c'est on devient agoraphobe. On devient agoraphobe, ouais, vraiment. On peut avoir des moments de panique, vraiment. Enfin moi je sais que j'en ai vécu un avec mes sœurs en rentrant. Bon après c'était les soldes, elles m'ont emmené, j'aurais pas dû aller avec elles, mais parce que déjà à la base j'aime pas ça, mais du coup vraiment j'ai eu un moment de panique. Au bout de 5 minutes je suis sortie du magasin parce que je pouvais plus juste être. Est-ce que c'est uniquement la foule, ou est-ce que c'est aussi la consommation, les magasins, quelque chose qu'on a oublié pendant 9 mois? C'est toutes les images et tous les sons qui reviennent d'un coup, parce que Concordia c'est très silencieux, il n'y a pas de bruit déjà, il n'y a pas d'animaux, il n'y a rien, donc c'est vraiment silencieux, il n'y a pas de couleur, il y a par le ciel et sinon la neige c'est blanc, et donc du coup le retour à la civilisation où il y a les pubs, il y a les bruits des voitures, des motos, c'est nos sens qui, tout à coup, c'est tous sont nos submergés. Sens qui, d'un coup, sont... on l'a vécu en sortant de l'Astrolabe, en arrivant en Tasmanie, à Port de Bart, où on a marché pour la première fois dans l'herbe depuis 1 an. Donc ça, c'était génial. Puis au bout d'un moment, il a fallu traverser une rue, alors qu'au Bart, c'est vraiment tout petit comme ville, mais il a fallu traverser la rue, attendre le feu. En plus, les gens parlent anglais, donc du coup, c'est pas des langues qu'on a l'habitude d'entendre quand on est en Antarctique. Parce que qu'est-ce qu'on parle finalement
quelle langue on parle On à parle Concordia? français ou italien. On parle en fait la langue avec. Moi j'ai appris l'italien là-bas, donc avec l'italien j'ai essayé de parler en italien et eux ils essayaient de parler en français. Mhm. Donc du coup en général c'est franco-italien. Après avec le médecin de l'agence européenne spatiale, nous il était grec donc on parlait anglais avec lui. Mhm. Mais bon c'est pas une langue qu'on entend. Là c'est vraiment les gens, on les entend parler. On n'arrive pas à se concentrer en fait parce qu'il y a trop de bruit, trop de choses à voir d'un coup qui sont agressives un peu. Mhm. C'est la saturation des sens. Ils étaient un peu endormis, c'est ça, Oui, voilà, en c'est ça. Antarctique. On était en hivernage pendant 9 mois du coup. Mais j'imagine quand même que de revoir des couleurs, de ressentir des odeurs, des goûts, ça doit être quelque chose d'agréable quand on revient sur le continent. Ouais, mais pour moi, c'est quand même beaucoup moins fort qu'Alban, parce que moi, chaque fois, dans le pire des cas, c'est 3 mois et demi, donc c'est beaucoup moins intense. Bon, c'est vrai que c'est toujours agréable quand on revient à Hobart, c'est une petite ville de province qui est très sympa, il y a un joli parc, donc ce qui me manque le plus, ouais, c'est la verdure, quoi. On va se mettre le nez dans l'herbe, et puis on n'en bouge plus pendant 2 jours, quoi. Ouais. Mais bon, moi, je suis assez mal placé pour parler, parce que je pense que c'est beaucoup plus fort pour les hivernants que pour nous. Et est-ce que vous avez l'impression d'avoir appris quelque chose sur vous pendant ce long hivernage? Oui, je pense. Ça fait. En fait, avec le recul, on a un peu l'impression qu'on a fait une introspective un peu de soi-même. Alors après, est-ce que ça a été utile ou pas? C'est ce que j'en avais besoin ou pas? Je sais pas. Mais oui, je pense que c'est ce que mon frère, qui est dans la salle d'ailleurs, m'a dit. On va lui dit en demander rentrant, alors. il m'a Est-ce dit qu'elle est que- rentrée changée? Il m'a dit qu'il avait l'impression que j'étais plus posée, plus mature qu'avant. Alors c'est drôle qu'il me dise mature parce que c'est mon petit frère, mais du coup, ouais, plus posée qu'avant. Du coup, j'en déduis que je sais un peu mieux ce que je veux faire, où je vais, et que je me connais plus. Donc du coup, je passe moins de temps peut-être à essayer de faire plaisir aux gens pour faire des choses qui ne sont pas les miennes, qui me correspondent pas. Donc du coup, maintenant, je pense que je me connais mieux qu'avant de partir. Ouais. Et alors, il y a un autre sujet, c'est la conscience du réchauffement climatique et de l'écologie en général. Donc les pôles sont les régions de la planète qui se réchauffent le plus, et c'est aussi le lieu où on a pu faire le lien entre le réchauffement climatique et gaz à effet de serre. Est-ce que quand on est sur place en Antarctique, on a vraiment le sentiment d'être aux premières loges du dérèglement climatique en cours? En ce qui me concerne, moi je regarde des objets qui ont un temps de réponse qui est quand même assez long, hein, parce que ces glaciers ont une inertie, donc si réchauffement climatique il y a, en fait on ne va pas le voir tout de suite, et qui plus est avec ces objets-là, pour s'en rendre compte, il faut avoir des séries temporelles qui sont de l'ordre de la dizaine d'années, ce qui correspond à peine à la durée du projet. Donc, en même temps, vous y allez depuis 15 ans, je crois. Ouais, mais les premières fois, j'y allais pour d'autres raisons. Hein, et le projet sur lequel je travaille maintenant, j'y vais depuis 2008, voilà, pour être précis. Mais au-delà de votre projet, je veux dire, est-ce que vous avez le sentiment est-ce que vous visualisez des Alors, j'ai envie de dire oui et non. évolutions? Ce que je pense qu'on visualise plus, plutôt qu'un réchauffement, parce que le schéma est assez compliqué en Antarctique, autant le réchauffement est avéré en péninsule. Il y a des données météorologiques maintenant depuis une 50aine d'années, ce qui permet de dégager des tendances qui sont indéniables. Hein, on a mesuré des réchauffements globaux de l'ordre de plus de 2 degrés sur les 50 dernières années, ce qui est énorme. Autant en Antarctique de l'Est, du Mont d'Urville, à Terra Delhi, le schéma est beaucoup moins évident. Pour autant, on a peut-être la sensation d'avoir du dérèglement climatique plus que du réchauffement, avec des événements exceptionnels. Et moi j'ai souvenir d'un événement exceptionnel, ça a été je ne sais pas si tu étais là Alban, mais c'était un épisode de pluie en Antarctique. Alors la pluie c'est extraordinairement rare en Antarctique, et là pour le coup il y en a eu beaucoup pendant longtemps, et jusqu'à plus de 1000 mètres d'altitude, ce qui est absolument exceptionnel. Pour info, c'était assez dramatique, parce que c'est pour l'anecdote entre guillemets, elle était telle cette pluie que les manchots, parce que les manchots font leur nid dans des espèces d'alcôves dans la roche, hein, et en fait ces nids se remplissaient d'eau. Et les poussins qui avaient encore leur duvet, finalement ils étaient tout mouillés parce qu'ils n'avaient pas encore leur duvet hydrofuge. Donc ils étaient tout mouillés et ils finissaient par dépérir, soit noyés, soit de froid. Et on a eu un épisode de pluie qu'on avait que sur Jamais les connu. 50 dernières années de mesures qui existent là-bas, on n'avait jamais vu. Donc là oui, pour le coup, du dérèglement peut-être, une tendance au réchauffement. J'ai pas regardé dans le détail les séries météorologiques, mais j'ai jamais vu ou entendu parler d'une tendance vraiment très marquée en Antarctique de l'Est. Mais l'Antarctique est, autant c'est un élément clé dans le système climatique, beaucoup de choses vont passer par l'Antarctique si dérèglement ou réchauffement il y a, autant ça va pas forcément être très marqué en termes de température, et pour le commun des mortels, ça va pas être évident de voir
du moins en Antarctique de l'Est, j'entends, les effets du réchauffement climatique. Et vous, Alban, est-ce que vous diriez que vous êtes revenu de l'Antarctique avec une conscience écologique plus aiguë? Oui, je pense que ça fait partie de ce que j'ai appris là-bas aussi, c'est-à-dire qu'en tout cas à Concordia, parce que bon, certes, la base Concordia pollue énormément, mais c'est sans aucun, il n'y a pas de doute là-dessus, parce qu'on amène du fuel, parce que voilà, mais on essaye de remporter tous nos déchets vraiment, donc toute l'année en fait, on trie tout, mais tout dans le détail, c'est-à-dire que, le détail le plus flagrant, c'est par exemple les canettes de Guinness, de bière Guinness. Elles ont une bille en plastique dedans pour la pression de cette. Il n'y a que dans ces canettes-là qu'on trouve cette bille. Et quand on fait le tri, il faut qu'on ouvre la canette et qu'on enlève la bille plastique, qu'on mette la bille plastique avec le plastique et l'alu avec l'alu, quoi. Et pareil, les canettes qui sont pas en alu mais en acier, il faut les séparer, comme les canettes de panaché. Donc moi j'ai appris ça là-bas, je ne le savais pas avant. Hein. Je pense que personne ne le sait d'ailleurs. Mais... Et du coup, comme on trie tout vraiment dans le détail, on se rend compte qu'après, en fait, chaque déchet, donc on met tout, on empaquete tout dans un carton ensuite, qui est ensuite envoyé soit en Australie, soit en Nouvelle-Zélande, je crois, ou pour retraitement. Et donc, du coup, toutes les traces qu'on a là-bas, on essaye de les enlever, tous nos déchets. Donc, du coup, plus on fait de déchets, et plus il faut remporter. Donc, on essaye aussi de minimiser nos déchets. Donc, tous les déchets organiques, par exemple, sur place, maintenant, à Concordia, il y a un digesteur. Donc tous nos restes alimentaires, on les donne au digesteur qui lui va les manger pour nous et en fait faire une espèce de marc comme du marc de café, un peu ça ressemble après. Et après ça prend beaucoup moins de place et puis c'est aussi pareil envoyé en Australie pour recyclage. Et donc du coup cette conscience de ces méthodes qu'on apprend là-bas, en rentrant on essaye de les réappliquer. Alors c'est pas facile parce que quand on revient en France, par exemple, il y a le tri, mais le tri, il n'est pas vraiment séparé, quoi. Si on met tout dans la même poubelle, et puis ensuite, c'est encore d'autres gens qui font le tri derrière. Mais déjà, il y a ça, mais on essaye vraiment de consommer moins, en fait. C'est comme on n'a pas consommé pendant un an, on n'a rien consommé du tout. Enfin, soi-même, on n'a rien acheté, et, donc du coup, on n'a pas consommé, on n'a pas... Et du coup, on essaye d'être plus économe sur ce... Pas pour niveau portefeuille forcément, mais de se dire que ça sert à rien de consommer quoi. Il faut les fruits par exemple maintenant je les mange même s'ils sont bien pas pourris mais un peu noirs, je vais les manger quand même alors parce que il y a eu ce manque aussi à Concordia, donc du coup ça nous apprend ça un peu à revoir notre manière de consommer en fait. Et donc du coup après je suis pas un exemple parfait mais... Alors on va peut-être garder un petit temps pour un échange avec la salle. Je voulais juste préciser que Alban a tenu un blog durant son hivernage où vous découvrirez vraiment beaucoup d'anecdotes et le quotidien d'un hivernage. Alors peut-être il faut donner le titre que je n'ai pas en tête. Alors le titre c'est, vous tapez dans Google les aventures d'Alban en Antarctique. Voilà. Et maintenant, on va distribuer des micros dans la salle et surtout n'hésitez pas à poser toutes sortes de questions à la fois sur la vie au quotidien ou sur la science qui est menée sur place ou bien à nous faire part de vos témoignages pour certains. Je ne vois pas les micros, mais n'hésitez pas à lever le doigt et ils viendront vers vous. Ah voilà la première question, sinon j'allais la poser. Quels sont les animaux que l'on trouve près de la station Concordia, par exemple? Près de la station Concordia, il n'y a pas d'animaux. Rien? Il n'y a rien, il n'y a pas de faune, il n'y a pas de flore. Il n'y a que des humains, oui, voilà. Moi j'avais une question pour vous, Lise Barnéau, puisque visiblement vous êtes allée en Antarctique. Je voulais savoir ce que vous y aviez fait. Et puis j'en profite pour signaler, alors a priori je pense que certains, je ne sais pas si Alban, c'était pendant votre hivernage, mais il y a, moi, à mon avis, une excellente BD qui s'appelle La Lune est blanche d'Emmanuel et François Lepage, qui raconte justement l'arrivée à Dumont d'Urville et le raid, puisqu'ils ont fait le raid jusqu'à Concordia. Et quand on vous entend parler, on retrouve la BD exactement. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est une excellente BD pour... Oui, je l'ai lu et je suis dedans. Alban est dedans, donc vous relirez la BD, vous essayerez de la... parce que c'est donc des croquis, mais on reconnaît quand même les personnages. Et quant à moi, j'y étais allée donc en 2008, c'était l'année polaire internationale, et donc l'Institut polaire français proposait à certains journalistes un aller-retour pour y faire des reportages. Et donc j'avais effectué des reportages pour Libération, pour France Inter, pour RFI et pour Science et Vie, parce que je suis journaliste indépendante.
Et ces reportages portaient non seulement sur le quotidien, mais aussi sur certaines thématiques scientifiques, dont le programme porté par Emmanuel Lemeur sur le glacier de l'Astrolabe. Voilà. Une autre question ? Moi, je voudrais juste revenir sur la première question. Je crois qu'on a été un peu court, parce que souvent on présente l'Antarctique comme une terre animale. Il faut bien faire la part des choses entre le cœur du continent, là où était Alban, Dome Concordia, où on est à plus de 1000 km des côtes, et la côte qui, pour le coup, elle, est très riche en animaux. Alors, je ne sais pas si votre question faisait référence à ça, mais en tout cas, autant il n'y a rien à Concordia, c'est complètement abiotique, parce qu'on est loin de la base du réseau trophique, c'est-à-dire l'océan. Autant à la côte, vous avez myriades d'espèces, pour n'en citer que certaines, tout ce qui est mammifères marins, donc cétacés, phoques, qu'est-ce qu'il y a d'autre, phoques, léopards des mers, j'en passais des meilleurs, énormément d'oiseaux, et pour preuve, une grande part de la science qui est faite là-bas est occupée par, c'est celle des ornithologistes, ornithologistes en anglais. Et vous avez tous vu, je pense, La Marche de l'Empereur. En fait, il faut savoir qui est tourné à côté du Mont Durville. Oui, qui a été tourné on ne le voit pas parce que les cadrages ont été faits de telle sorte qu'on ne voit aucune infrastructure, mais c'est une prouesse parce que ça a été tourné à moins d'1 kilomètre de la base du Mont Durville. L'essentiel, enfin la totalité des images. Donc il faut savoir que la côte, d'un point de vue biologique, c'est quelque chose d'extrêmement riche. Et à la base de tout ça, c'est phytoplancton, zooplancton et krill. Et pour le coup, les mers là-bas sont d'une richesse incroyable. Moi, j'ai déjà vu des images. Ils ont un espèce de rove et ils font des plongées avec des caméras et ça grouille de vie. Il y a même des plongeurs d'ailleurs. Il y a des plongeurs, il y a des plongeurs qui ne font que ça. Et dès qu'on s'éloigne un petit peu de la côte, je vais dire de quelques kilomètres, à ce moment-là, les animaux n'ont plus de raison d'être là. Alors il y a quelques incursions assez insolites d'oiseaux. On en a vu même à Concordia, mais c'est plus des oiseaux qui se... Jusqu'à Concordia. Ouais, jusqu'à Concordia, des oiseaux qui se perdent ou des squats qui, souvent, c'est des mâles un peu éconduits à la saison des amours, qui de guerre lasse décident de traverser le continent et d'aller voir ailleurs. Et on les voit, enfin, moi, une fois que j'étais à Concordia, j'en ai vu, ils restent là 2-3 jours, ils se reposent et puis après ils repartent. Donc il y a un gros contraste en fait entre l'intérieur du continent et la côte, qui elle, pour le coup, est très très riche en vie animale. Une petite question, ça n'apparaît pas dans le film, vous n'avez pas parlé. Les risques, les dangers, j'ai aperçu dans le film plusieurs fois des extincteurs, même très profonds, quand on descend les sismographes là. Ils descendent des extincteurs, on pourrait se dire des extincteurs dans la glace, pourquoi, comment. Historiquement, on sait que Port-Martin avait brûlé en 50. Est-ce que vous êtes préparé à ce genre d'accident? Enfin, on pourrait se dire, le feu par moins 70 degrés, il va s'éteindre tout seul. Est-ce que c'est quelque chose, une angoisse que vous avez, dans laquelle vous vivez? Est-ce que c'est un danger? Voilà. C'est pas une préoccupation majeure. Encore une fois, c'est le bon sens qui dicte nos actions et on demande aux fumeurs d'être particulièrement attentifs. Et puis surtout, on ne commet pas l'erreur de Port-Martin, qui consistait à tout mettre sous un même toit. Et en fait, quand ça a brûlé, tout a brûlé. Or, si vous regardez une photo de la base du Mont Durville, c'est flagrant. C'est une myriade de bâtiments qui sont tous séparés les uns des autres. Et pour ce qui est, par exemple, des stocks de nourriture, tout est doublé. C'est-à-dire que si jamais un stock de nourriture vient à brûler, on sait que dans un autre bâtiment, il y a à peu près, à quelque chose près, la même chose de secours. Et en fait, c'est ça la principale. Par rapport au feu, c'est on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Et j'avoue que de ce que je sais de l'historique de ces bases depuis les 50 dernières années, en gros, enfin plus de 60, non, ça fait même 65 ans ou quelque chose comme ça qu'il y a une présence en Antarctique. À part Port-Martin, il n'y a jamais eu d'incident majeur. C'est peut-être suite à celui de Port-Martin mais il y a des extincteurs un peu partout, ça c'est une règle de base, mais c'est surtout l'éclatement du bâti qui fait qu'on minimise les dégâts en cas d'incendie. Oui, et à Concordia c'est la même chose, il y a deux tours et en fait les deux tours sont isolables l'une et l'autre. Si jamais il y en a une des tours qui venait à brûler et que l'équipage sur place n'arrive pas à éteindre ce feu, on peut isoler complètement cette tour. Bon, on perd tout ce qu'il y a dedans, mais l'autre tour est capable d'assumer la survie des hivernants jusqu'à la fin. Et pareil, les stocks sont... Il y a aussi le camp d'été qu'on peut réactiver, qui hiverne aussi en hiver, du coup, parce qu'il n'y a pas assez il y a personne, donc ça sert à rien de le
garder ouvert ou chauffé entièrement. Et pareil, il y a plusieurs stocks de nourriture. Il y a un stock de secours au camp d'été au cas où toute la base brûle et que les hivernants doivent juste survivre jusqu'à l'arrivée des premiers avions. Mais sinon, les hivernants nous, on est formés. On a plusieurs exercices incendie pendant l'hivernage et on est formé l'équipe est formée et chacun son rôle pour au cas où il y a un feu qui se déclare, que chaque personne de l'équipe sache quel est son rôle, que pas tout le monde se précipite sur le feu, qu'il y en a qui disent moi j'ai fait mes premiers secours, moi je suis pompier, que vraiment on a chacun notre rôle et qu'à chaque fois qu'on a un exercice incendie, on essaye d'améliorer la réaction au feu. Et puis nous, pendant notre hivernage, on avait la chance d'avoir Yannick Marin qu'on a pu voir à Concordia qui lui était sapeur-pompier et sous-marinier, donc du coup il avait une vraie formation de lutte contre le feu, donc il nous a bien formés. Mais bon, on était bien formés, mais tant mieux, on n'en a pas eu besoin, mais du coup on a vraiment été bien formés sur ça. Une autre question en haut. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Ma question porte principalement sur les problématiques énergétiques. On parle de chauffage et d'éclairage, puisqu'il fait nuit pratiquement tout le temps et super froid. Et j'aimerais savoir un petit peu comment c'est géré. Est-ce qu'il y a des rations? Comment ça se passe en fait? Je pense que c'est un des points noirs des bases. C'est un des points noirs de Concordia. On est chauffé au fioul, donc après il y a le chauffage. La base a été construite avec des panneaux isolants qui permettent d'avoir 100 degrés de différence entre l'extérieur et l'intérieur, parce qu'il faut savoir qu'en hiver ça peut tomber à moins 80 la température. Donc à l'intérieur de la base, la température est gardée autour de 20 degrés. En hiver, avec le monde qu'il y a et les activités qui reprennent, dans certaines pièces, il peut faire plus de 23 voire 25 degrés, donc il fait très chaud, ce qui est un peu incohérent, mais il fait très chaud, donc du coup on ouvre les fenêtres, donc du coup ça peut arriver qu'on chauffe un peu l'Antarctique en pleine campagne d'été. Mais en hiver, on fait vraiment attention à ça. Ensuite, on a le fuel, on l'a, comme disait Emmanuel, c'est le raid qui nous l'amène, et donc du coup on a une certaine quantité de fuel. Et il faut tenir jusqu'au prochain raid, donc début de campagne d'été, hivernage et début de campagne d'été avant le premier raid qui arrive peut-être 10 ou 11 mois après pour le coup, parce que les raids n'arrivent pas, ouvrent pas la base, c'est les avions qui ouvrent la base en campagne d'été. Et donc du coup, il faut savoir gérer le stock. Et ça peut arriver de temps en temps que le chef central, quand il voit les stocks, il dise là on va diminuer tel ou tel. Ça peut arriver que si vraiment on a un problème de fuel, qu'il décide d'arrêter telle ou telle science, d'arrêter d'alimenter tel ou tel programme de recherche, ou plutôt que de diminuer dire de 3 degrés la température intérieure. Mais ça, en fait, la température intérieure, il y a des chaudières qui sont sur place, mais en fait qui sont jamais utilisées. Parce qu'il fait suffisamment chaud avec tous les équipements qui sont dans la base en fait. Ouais, puis il y a la cogénération avec les groupes électrogènes. Ouais, voilà. C'est-à-dire que les groupes électrogènes sont refroidis avec un circuit hydraulique, et ce circuit hydraulique sert à chauffer la base. Ouais. Si vous voulez des données chiffrées, en gros, si on regarde la consommation de la France en Antarctique, c'est assez simple. Du Mont d'Urville et la côte, c'est 300 mètres cubes par an. Dôme Concordia, c'est à peu près 300 mètres cubes par an. Et les 300 autres mètres cubes, donc ce qui fait un total de 900, c'est toutes les activités raid logistique. Parce que ces gros tracteurs, pour amener 1 litre de fuel à Concordia, en général on en grille 3. Donc non, pas tout et à pour fait. Comparer avec... Non, c'est un ratio 1-1 en fait. Ouais. C'est simple parce que les activités raid c'est 300 mètres cubes, et il faut amener 300 mètres cubes à Concordia. Donc en gros, une saison antarctique pour l'Institut polaire, c'est 900 mètres cubes de fuel. Et si on compare ça à une consommation classique ici? Domestique? Oui. Je sais pas, mais en général, une famille de, je dirais, 5 enfants qui fonctionne avec un système classique au fuel va être entre 500 et 1000 litres par an. Donc par tête de pipe, ça fait un peu plus, c'est sûr, parce que le différentiel de température est quand même... Et puis encore une fois, les engins sont de gros consommateurs à eux seuls, ils utilisent le tiers de la ressource. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a le chauffage, et ce qu'on oublie aussi trop facilement, c'est qu'il y a toute la production d'électricité, puisque ce sont des groupes électrogènes. Et ça, c'est des rendements qui sont généralement pas terribles. Et en saison d'été, des instrumentations scientifiques ou techniques, parce qu'il y a des soudeurs et des choses comme ça, la consommation électrique est assez conséquente sur ces bases. Donc il ne faut pas oublier tout ce qui est groupe électrogène. Ce qui fait qu'un des métiers les plus demandés, c'est les dieselistes en fait. Parce que le responsable de la centrale, c'est un personnage clé sur la base. Si la centrale tombe en vrille, là pour le coup ça devient problématique.
Je me permets juste une autre question. Vous parliez du problème du vent. Est-ce que ce ne serait pas une solution vu que c'est embêtant d'avoir tant de vent et de ne pas pouvoir utiliser l'énergie éolienne? Ouais, sauf que le problème de ce vent, c'est qu'il est ingérable. C'est un vent qui va passer en l'espace d'une demi-heure de la pétole, comme on dit, à quelque chose à plus de 200 km/h. Et ça, à gérer au niveau d'éoliennes, c'est très délicat. En fait. Ça, c'est sur la côte. Hein. Sur la côte, j'entends. Ouais. À la Concordia, le vent dépasse jamais 50 km/h. Nous, on a eu une pointe de vent à 50 km/h une fois. Et sinon, le vent est jamais très très fort à Concordia. Il est très embêtant, mais au niveau production énergétique, il n'est pas très fort. Donc, du coup, je pense pas que ce soit très utile. Mais c'est des solutions qui sont envisagées, sauf que bon, c'est un peu long à se mettre en place. On commence à envisager aussi des alternatives au solaire, mais ce qui dit solaire dit stockage dans des batteries, dit amener des batteries dans lesquelles il y a souvent des cochonneries. Avec les réglementations antarctiques, ça devient de plus en plus compliqué. Les batteries n'aiment pas le froid pendant l'hiver, donc il faut les conditionner. Enfin, c'est vite, tout prend vite des proportions un peu délirantes. Du fait de ces contraintes, hein, le cahier des charges devient complètement différent. L'éolien serait une solution. Ce sera une solution le jour où on trouvera des éoliennes qui sont capables de gérer un vent, j'ai envie de dire, très, très colérique. C'est la particularité de l'Antarctique. Hein. On a un record à 310 km/h. En fait, 310 km/h, peut-être plus, parce que c'est ce que donnait l'appareil avant de casser. Donc une éolienne à 310 km/h, en général, elle se porte assez mal. Alors maintenant, il y a des systèmes d'éoliennes assez sophistiqués où l'éolienne débraye quand le vent est trop fort. Mais ça reste encore très délicat pour là-bas. Il y a eu des essais de fait, il y en aura d'autres, je pense, mais c'est un peu long à se mettre en marche, tout simplement pour des raisons techniques. Et puis je crois qu'à Concordia, le vent est vraiment pas assez fort, parce qu'il me semble que les éoliennes se lancent à 3 mètres secondes ou 4 mètres secondes de vent, commencent à se lancer et à être productives en fait, à avoir un rendement positif. Et le vent... c'est vrai que Concordia, c'est pas l'idéal. Ouais, vraiment très fort. Merci. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il en est pour tout ce qui est alimentation d'eau potable et traitement des eaux usées? Il y a deux systèmes. Il y a le système Concordia qui est, je crois, célèbre. Enfin, je sais pas, tu nous en diras plus, Alban. Ouais. Pour ce qui est de la côte, je vais parler pour la côte. En fait, c'est il y a deux circuits. Enfin non, pour la base de Dumont-d'Urville, c'est de la désalinisation d'eau de mer. Pour ce qui est de l'entrant, pour ce qui est du sortant, c'est moins glorieux. C'est un vulgaire tuyau qui sort et qui va suffisamment loin au large de la côte pour nourrir les petits poissons et pour ne pas qu'on en subisse les méfaits. À Cap-Prud'homme, qui est la petite base satellite sur laquelle je suis, l'eau domestique, en fait, c'est un gros fondoir, c'est-à-dire qu'on a une grosse pelleteuse. Donc c'est l'affaire de 10 minutes, on prend une grosse brassée de neige, on la met dans le fondoir et puis on fait tourner les machines à laver, les douches et les toilettes. Et pour l'eau potable, on s'alimente, non, c'est pas donc Concordia qui nous alimente, on s'alimente par d'Urville, c'est-à-dire qu'on boit de l'eau de mer désalinisée en fait. Et c'est pareil, le système d'évacuation, c'est un tuyau qui se balade sous la base et qui finit au fond de l'eau. Et à Concordia, c'est le système de fondoir aussi. On prend de la neige qu'on fond dans une espèce de gros container. Et donc une fois la neige fondue, elle est transformée en eau potable avec des lampes UV. Et il y a d'autres systèmes de purification d'eau. Mais bon, l'eau est pas très sale étant donné que c'est de la neige qui est à Concordia. Enfin, c'est pas de la neige qui est sur la côte, donc du coup, elle est quand même plutôt propre. Et ensuite, on a un système de recyclage de l'eau. Donc, tout le circuit d'eau recyclée est envoyé pour les douches, pour la vaisselle, pour les machines à laver. Et ensuite, là, il y a un système qui essaye d'être mis en place depuis quelques années. On essaye de recycler les eaux noires, donc les eaux vraiment des toilettes et de la cuisine, par exemple, tout ce qui est graisse. On essaye de le recycler pour le mettre dans le circuit d'eau grise, donc les eaux recyclées, qui ne vont pas être utilisées pour l'eau potable, mais juste pour les machines à laver, tout ça. Et pour l'instant, ces deux circuits ne sont pas encore connectés, parce qu'il y a des problèmes de pression et de dimensionnement des appareils qui fait que ces appareils ne sont pas encore connectés. Et donc du coup, pour l'instant, tout ce qui est eau noire, donc, on met ça dans une cuve à bout. Et donc je vous laisse imaginer ce qu'il y a dedans. Et en fait, cette cuve à bout est ensuite vidée dans un trou en dessous de la base. En fait, c'est pas recyclé. Parce qu'il n'y a personne qui voudrait des conteneurs remplis de caca à recycler. Ce sera un cadeau pour les... Je pense qu'aucun bateau, aucun pays accepte de prendre ces déchets-là. Donc, en attendant que les eaux noires soient recyclées, ça part en dessous de la base.
arrivant en Antarctique, est-ce que le matériel et vous-même êtes décontaminés? Non. Non. Par rapport à d'éventuelles invasions animales, vous voulez dire? Les microbes, notre corps. Non, il fait, enfin en tout cas à Concordia, Le matériel, il fait le tellement matériel. froid qu'il n'y a aucun virus qui résisterait, donc on peut pas nous-mêmes contaminer l'Antarctique. Donc parce qu'on pourrait se dire qu'on peut à la rigueur être décontaminé pour les campagnes d'été pour éviter les épidémies, par exemple, s'il y en a un qui ramène un rhume ou une angine et que toute la base la chope, ça continue à se transmettre. Mais non, il n'y a pas de décontamination ni du matériel ni des humains. Mais c'est d'ailleurs un problème pour certains programmes scientifiques où ils cherchent d'éventuelles traces de bactéries et en fait les bactéries qu'ils trouvent ce sont les bactéries qu'ils ont rapportées de leur laboratoire. Ça c'est arrivé, oui. Si, il y avait quand même eu un programme scientifique sur les espèces invasives parce que les îles subantarctiques ont subi le problème à plusieurs reprises, hein, Kerguelen avec les choux, les lapins. Et on se posait la question, avec le réchauffement climatique, est-ce que finalement la Terra del Île ne pourrait pas être un lieu éventuellement colonisable par certaines espèces, surtout végétales, c'est-à-dire des mousses, des lichens et des choses comme ça. Et en fait, il y avait eu un programme scientifique où on nous demandait de participer, c'est-à-dire que quand on arrivait sur site, on nous demandait on nous faisait les fonds de poche, les ourlets avec un aspirateur. Et en fait, ces gens-là regardaient tout ce qu'on était susceptible d'amener comme spores, comme bactéries, peut-être pas bactéries, mais comme graines et des choses comme ça. Ça s'appelait Alien in Antarctica. Et je sais pas ce qui est devenu ce programme. Je sais pas s'il y a eu des découvertes majeures, mais ça reste quand même un environnement très froid, quasi abiotique, et les problèmes de prolifération d'espèces invasives qu'on a pu voir sur les îles subantarctiques, a priori on en est un peu préservé en Terra del Île. Tout à l'heure, vous avez parlé donc des études forcément que vous menez sur la base donc, météorologique et d'études animales. Et du coup, je voulais savoir s'il y avait d'autres programmes scientifiques, d'autres natures qui étaient menés. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de programmes. Donc il y a tout ce qui est biologie, mais au sens large. Hein. Ça va de la zoologie à la physiologie, en passant par les grands cycles biogéologiques, avec des mesures des missions diverses et variées. Il y a des programmes de recherche atmosphérique. Alors là, c'est un peu connexe avec la glaciologie, mais donc il y a de la glaciologie. Il y a aussi donc de la sismique. On l'a vu dans le film. Il y a de la sismique à Concordia, mais il y en a aussi à Dumont d'Urville. Il y a aussi astronomie évidemment, surtout à Dom Concordia. Il y a du magnétisme terrestre. Le magnétisme terrestre est aussi étudié. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que j'ai fait un peu le tour, mais finalement ça... Il doit y avoir de temps en temps aussi des études d'ethnologie. Oui, hein, alors après, je suis toujours dans cette dichotomie sciences dures, sciences molles, mais il y a aussi beaucoup d'études psychologiques, parapsychologiques, ethnographiques, que sais-je, dimension, le côté un peu social. Et on a vite fait le tour. Après, il y a un petit peu de physique de la haute atmosphère avec des lidars et des choses comme ça, mais c'est assez connexe à la météorologie et à la glaciologie, donc c'est un gros package, j'ai envie de dire, climat, dans lequel on met un peu tout ça. Ça va de la glaciologie à l'étude de l'atmosphère. Je sais pas, tu vois peut-être d'autres trucs, Alban? Non. Enfin, pas plus. Non, ouais, en termes chiffrés, je sais pas, on peut dire que sur une campagne d'été sur la côte, à Dumont d'Urville, au plus fort de la campagne, vous allez avoir, je dirais, jusqu'à une cinquantaine de scientifiques. Ça donne un peu une idée du volume de science qui s'y fait. Pour combien de personnel technique? Pour à peu près le même nombre de personnel technique. Donc on arrive à grosso modo à une centaine de personnes. Il y a un ratio 1-1 entre, au plus fort de la campagne, entre le personnel technique et le personnel scientifique. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je crois qu'il y avait une autre question. Est-ce que vous avez des contacts ou des relations techniques ou scientifiques avec les autres bases internationales en Antarctique? Alors, c'est pendant l'hivernage, nous avec les radios, on peut communiquer avec les autres bases. Donc on a communiqué avec Dumont d'Urville pas très longtemps après ou avant la Midwinter, je crois, pour se souhaiter la Midwinter. On a essayé de contacter la base Vostok, mais ça n'avait pas fonctionné.
Et alors, enfin, parce qu'on ne sait pas s'ils ont reçu notre message ou s'ils l'ont pas compris, parce qu'il y avait aussi la barrière de la langue. Et c'est à peu près tout ce qu'on a essayé de faire avec les bases qui étaient autour de, enfin, entre guillemets, autour de Concordia. Après, on échange par mail beaucoup, mais surtout avec, enfin, moi j'échangeais surtout avec mes chefs au laboratoire de glaciologie, donc du coup, j'échangeais pas vraiment avec d'autres scientifiques sur d'autres bases, parce qu'on se connaît pas. Sinon, les échanges peuvent se faire au gré des différents parcours qu'on a à faire pour arriver sur place. C'est-à-dire il y a quand même des synergies au niveau logistique qui feront que pour aller sur une base française, typiquement pour aller à Concordia, on va passer par une base italienne, on va passer par une base australienne, et inversement, les Australiens pourront éventuellement faire halte chez nous. Donc de ce fait, on voit des gens, il y a un peu de contact qui se fait. Sinon, il y a aussi des collaborations scientifiques. Alors je ne sais pas si c'était l'objet de votre question, mais c'est pas rare d'avoir 5 ou 6 étrangers. Ça va être 2 Australiens, des Anglais, des Allemands. Et nous aussi, on pourra éventuellement, à la faveur d'un échange, aller sur une base étrangère. Donc il y a des échanges scientifiques qui font que les contacts se font. Maintenant, des contacts à proprement parler, moi j'avoue, je n'ai pas trop versé là-dedans, mais par VHF, par HF, c'est possible, suivant les conditions atmosphériques. On peut rentrer en contact avec d'autres bases, mais ça se fait de moins en moins, d'autant plus que maintenant il y a Internet, il y a le mail, et ça a un peu tué les vieux modes de communication en fait. Qui décide des sujets de recherche et qui est-ce qui les coordonne? Puisqu'on voit plein de scientifiques d'origine très différentes, et comment est-ce que tout cela interagit? Alors c'est l'Institut polaire qui a un comité, le CPST, alors c'est Comité paritaire scientifique et technique, je crois, qui est fait de spécialistes, donc dans tous les domaines scientifiques compatibles avec les zones polaires, parce qu'il ne faut pas oublier que l'IPEV gère aussi des bases en Arctique. Il n'y a pas que l'Antarctique, même si c'est son gros fonds de commerce. Et en fait, les différents laboratoires soumettent des projets à cette commission. Et cette commission va désigner des rapporteurs qui vont juger de la recevabilité, de l'intérêt scientifique, de la pertinence du projet, de l'expérience ou pas des porteurs de projet. Une commission va se réunir et va décréter on vous accorde le projet, on ne vous l'accorde pas. En fait, c'est pas anodin parce que quand ils disent on vous l'accorde, ça veut dire on vous accepte sur les bases, on vous amène sur place, on vous équipe. Alors ça ne suffit pas, ce n'est pas une condition suffisante. Vous, par ailleurs, il faut que votre projet soit financé parce que être accueilli par l'IPEV, nourri par l'IPEV, habillé par l'IPEV, ça ne vous dispense pas d'acquérir du matériel qui est parfois onéreux, de payer des vacataires et des choses comme ça. Donc pour avoir un projet qui tourne en Antarctique, il faut déjà avoir un projet qui tourne en France, qui est financé en France. Alors il y a des agences pour ça. Le principe est à peu près le même que celui de l'IPEV. Et en plus, l'IPEV ajoute son grain de sel et dit moi j'estime que ce projet, il est scientifiquement intéressant et surtout il est réalisable logistiquement parlant. Parce que c'est des choses auxquelles on ne pense pas toujours. On est un peu des tout-fous dans notre petite sphère, dans notre tour d'ivoire, mais on ne se rend pas compte, quand on propose des projets comme ça, tout ce que ça suppose derrière en termes de logistique. Et on n'a pas toujours les esprits assez pragmatiques. Et eux, ils sont là pour nous rappeler à l'ordre et nous dire c'est bien joli votre projet, mais logistiquement, ce n'est pas réalisable. Ou alors, ils nous demandent de modifier le projet pour que ça rentre dans le cahier des charges. Moi, j'avais une autre question. Alors, il y en a peut-être une. J'ai 2 questions en fait. Sur la fin de vie de l'Astrolabe, est-ce que ça signifie qu'on pourrait imaginer, parce que je sais qu'il y a déjà eu des tentatives que ça avait échoué, de construire une piste dans le secteur de Dumont-d'Urville pour venir en avion et non plus en bateau? Et la deuxième question, peut-être c'est pas vous qui pourrez m'y répondre, je ne sais pas si vous avez une idée, il y a beaucoup de tourisme en Antarctique sur la péninsule. Est-ce qu'on peut imaginer que les régions de l'Est s'ouvrent ou si c'est vraiment trop compliqué au niveau ne serait-ce que la glace? À la deuxième partie, je peux répondre. Il y en a des touristes en Antarctique de l'Est, certes moins qu'en péninsule, mais c'est pas rare qu'au cours de la saison, il y ait un bateau qui vienne au large de Dumont-d'Urville. Et suivant les humeurs du chef de base, là pour le coup ils sont assez drastiques, on autorisera ou pas les gens à débarquer sur l'île. Alors ça a des bons côtés comme ça en a des moins bons. En fait, quand vous travaillez dans votre labo ou sur votre projet et que des touristes, qui plus est fortunés, machin, viennent vous voir, ça fait un peu Saint-Jean-Cage. C'est assez désagréable en fait comme sensation. Mais bon, pourquoi pas, hein, ils ont le droit, tout comme nous, d'être là. Sauf que les conditions de débarquement sont généralement pas faciles
et font que quand ces gens viennent, les débarquements sont limités en nombre de personnes et en durée. Alors on en profite quand même pour leur vendre des t-shirts, des timbres, et on en profite pour renflouer un peu les caisses parce qu'ils sont prêts à payer des t-shirts une fortune. Mais ça reste assez sporadique en Antarctique de l'Est, mais c'est en train de... Globalement, c'est en train de se développer, sauf peut-être autour de Dumont-Durville, parce que généralement l'accueil qu'il aurait fait est assez mauvais, je dois reconnaître. Et c'est peut-être ça qui nous préservera des touristes, je dis ça comme ça, mais en fait ils ont tout autant le droit d'être là que nous. Hein. Donc ça existe en Antarctique de l'Est, ça existe sur d'autres bases. Hein. Et il y a une autre particularité, c'est les Australiens, eux, ils font pour le 31 décembre, en fait, ils font décoller un avion de Sydney, ouais, je ne sais plus si c'est un Boeing 747 ou je me demande si c'est pas un A380. Pour 500 $, en fait, vous avez le droit de monter à bord et vous allez partir de Sydney et en fait, vous allez venir survoler la Terre Adélie. Vous allez faire trois tours d'avion au-dessus de la Terre Adélie. Au passage, on sort le champagne, ils boivent le champagne, ils voient l'Antarctique et puis après, l'avion il repart. On l'a vu plusieurs fois et c'est notre forme de tourisme un peu particulière. Voilà. Ouais. Et puis Voilà les Australiens, il y a 2 ans, ils avaient fait aussi en touriste les 100 ans de l'expédition de Mawson là, et puis ça, moi, je pense que si j'étais une touriste fortunée, j'aurais peut-être voulu faire ça, mais ça a gêné en fait toute la science qui était faite de ce côté-là de l'Antarctique, parce que leur bateau s'est coincé et qu'il a fallu que les autres bateaux fassent demi-tour pour aller les sauver. Enfin, ils n'étaient pas en danger de mort, mais comme le bateau a lancé un Mayday, dans la réglementation de tous les bateaux, on est obligé d'y aller. Donc nous à ce moment-là, moi j'étais en train de rentrer de mon hivernage et on a appris le lendemain de Noël qu'on avait fait demi-tour. Donc du coup, au début, je pensais que c'était une blague. Et en fait, non, on avait vraiment fait demi-tour. On s'était retrouvés dans le pack. On a perdu une semaine. Alors pour moi, personnellement, c'était pas embêtant, à part qu'il y a des journées qui peuvent être très très longues sur l'Astrolabe parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Mais on a eu la chance du coup de voir des baleines, de voir des phoques, de voir encore une aurore australe. Mais pour tout ce qui est logistique, pour le bateau lui-même, pour le débarquement du fuel, des appareils, ça a pu mettre en danger les recherches scientifiques, notamment sur Dumont-Durville et Concordia. Parce que si le bateau n'arrivait pas à faire ses rotations dans les temps, s'il n'arrivait pas à livrer le fuel dans les temps à Concordia, à DDU, puis par le raid à Concordia, il y avait une des 2 bases qui risquait d'être fermée. Donc du coup, le tourisme, je suis pas contre, hein. Enfin de toute façon c'est pas moi qui dis oui ou non, mais il faut que ce soit vraiment réglementé et que les bateaux de touristes qui viennent en Antarctique soient vraiment des bateaux réglementés antarctiques et pas juste des bateaux de croisière ou enfin c'était pas des voiliers non plus, mais que ce soit qu'il y ait quand même une réglementation de la part des autorités australiennes ou antarcticiennes pour gérer les bateaux de touristes, pour éviter de gêner la science aussi, ou comme tu dis, de se retrouver singe en cage et que c'est pas très agréable, quoi. Et alors sur l'Astrolabe, peut-être 2 mots, effectivement, il est en fin de vie. On lui prévoit il y a un successeur. contrat avec un armateur qui est la P&O qui prendra fin en 2017. Et alors il y a toutes les rumeurs qui circulent, mais la plus probable selon moi, c'est que le contrat ne sera pas renouvelé. Je crois que l'Astrolabe va mourir de sa belle mort. Et il est question, alors je ne pense pas que ce soit un secret que je divulgue, ou alors c'est un secret de polichinelle, mais il apparaîtrait qu'on travaillerait à partir de 2017, que l'affréteur serait l'armée en fait. Donc il est question de construire un bateau spécifiquement pour cette mission et d'en confier la gestion en fait à l'armée. Alors ça ne va pas sans problème parce que l'armée